Bonjour à toutes et tous, c'est Posea pour la MJC TV. Aujourd'hui, nous allons avoir une nouvelle étude dans cette vidéo sur élucider l'affaire concerne le quatrième scénario de la route de Carcosa, le serment indicible. Alors, le serment indicible est un scénario un petit peu particulier dans cette campagne. Donc, si vous ne l'avez pas encore joué, je vous conseille d'aller chez votre marchand, d'acheter la campagne et de la jouer parce que il va y avoir des très gros spoilers au cours de cette vidéo. Et ben, si vous êtes toujours là, c'est que vous avez décidé de cheminer à travers les différents couloirs de l'asile d'Arkham, parce que effectivement, un des spoilers majeurs de cette vidéo, c'est que c'est un scénario éliminatoire, avec un des meilleurs épilogues que j'ai pu lire sur les différents scénarios d'Arkham. Un point important pour avoir une réussite dans cette course-poursuite à travers les couloirs d'Arkham, ça va être, dans un premier lieu, d'avoir une forte compression d'action. Ça, c'est vraiment un conseil que je peux vous donner, c'est d'avoir des decks qui ont soit du gain d'action via, par exemple, un allié comme Léo Deluca, ou de la compression d'action, comme échapper et faire de la récolte d'indices. Ensuite, une autre des possibilités, ça pourrait être d'avoir un contrôle des fatalités. On va le voir, il y a très peu de rounds possibles, il y en a 17 de mémoire. Donc si vous avez la possibilité d'enlever des fatalités sur les différentes intrigues, c'est autant d'actions possibles qui vont vous permettre de cheminer à travers l'asile d'Arkham. Et enfin, on va le détailler à la fin de cette vidéo, ça va être toutes les cartes qui vont vous permettre de tricher pour réussir. Rapidement, je pense à des cartes qui vont vous permettre d'abandonner, ou que vous soyez, ou à réussir automatiquement différents tests en fonction des tâches à réaliser. Donc, en quoi consiste le serment indicible? Il y a différents objectifs. Le premier est de trouver Daniel dans sa cellule. Et pour ce faire, il faut avoir accès aux différentes cellules qui se trouvent dans le sous-sol de l'asile. Et pour cela, il faut résoudre le premier acte. C'est ce premier acte qui va vous demander, en particulier, de récolter 3 indices par investigateur. On va voir par la suite en quoi c'est important. Une fois que vous avez récupéré Daniel, il faut réaliser 4 tâches sur l'acte 2 pour pouvoir permettre de sortir par les jardins de l'asile. 4 tâches, c'est ni 5 ni 6. Réussir à 6 tâches, le scénario ne va pas vous apporter des points d'XP supplémentaires ou ce genre de choses. Surtout, ça sera de la perte de temps qui peut être fatale. Et donc, sortir de l'asile par la capacité abandon du jardin. On va longuement y revenir, mais si j'ai vraiment un conseil très très important à vous donner, c'est que cette capacité abandon sur le jardin n'est possible que s'il n'y a aucun ennemi qui est redressé. Donc, un des premiers conseils à garder en tête, c'est de finir le tour précédent si vous n'avez pas la capacité d'abandonner dans le jardin, dans le lieu avant, qui est la promenade. De cette manière, vous commencez votre tour dans la promenade. Si durant la phase de mythe, vous générez un ennemi, vous pouvez le gérer dans la promenade et ensuite vous déplacer dans les jardins et abandonner. Sauf si, bien évidemment, vous avez des tâches à réaliser. Mais voilà, c'est quelque chose à garder en tête. Donc, dans le détail, par rapport au premier objectif, de trouver Daniel dans sa cellule, on a une configuration de l'asile qui est un petit peu particulière. Il est en 2 parties, donc les lieux que j'appellerais du haut, donc les différents couloirs, l'infirmerie, la cantine, la cuisine, la promenade et les jardins. Et donc, pour avancer l'acte 1, il va vous falloir 3 indices par investigateur pour pouvoir accéder à certains des lieux, notamment les couloirs du sous-sol, le jardin, ainsi que la cuisine. Et donc, pour ce faire, vous allez commencer dans un lieu qui va être choisi aléatoirement entre l'aile ouest et l'aile est des couloirs de l'asile. Et c'est là où ça peut commencer à se corser. En fonction du choix, en fonction du tirage aléatoire qui a été fait de ce lieu-là, vous pouvez avoir un premier lieu qui est avec indice ou sans indice. Et en fonction de ce tirage, ça va conditionner la suite. Vous pouvez aussi avoir Constance du Maine. Si vous ne l'avez pas éliminée au cours du dîner du deuxième scénario, celle-ci, à un certain moment du scénario, peut être générée dans le jardin et elle va venir vous traquer à travers les couloirs de l'asile. Donc c'est autant de temps et d'ennemis à gérer en plus.
Et enfin, vous avez, on va y revenir, mais les aliénés et les monstres qui vont être ajoutés au deck de rencontre après la résolution de l'intrigue 1, et puis par certains effets de cartes pour tout ce qui va être les monstres. Ça va être les avancées des intrigues, mais aussi en fonction de certaines cartes du deck de traîtrise ou des jetons spécifiques. Si je pense notamment au crâne, il me semble, dans ce scénario. Donc, dans le détail, si on doit réaliser les 4 tâches de l'acte, il y a différentes stratégies en fonction si on commence dans l'aile ouest ou dans l'aile est, mais je préfère toujours commencer dans l'aile ouest parce que c'est ce qui nous permet d'avoir le plus de possibilités pour la bonne tenue du scénario. Donc si on commence dans l'aile ouest et que ce lieu est sans indice, et je rappelle qu'il nous faut 3 indices par investigateur pour avancer le premier acte, et donc du coup libérer les 3 lieux qui sont pour l'instant inaccessibles. La bonne chose à faire, d'après moi, est de passer dans la promenade pour récolter les indices. En plus, la promenade, tant qu'on a peu ou pas d'horreur, elle a une valeur occulte qui est très faible. On peut aussi, par la même occasion, une fois qu'il n'y a plus d'indices dessus, réaliser cette tâche et retourner dans l'aile ouest pour passer à la cantine, récupérer les indices sur la cantine, avancer l'acte 1 et cette fois-ci nous débloquer les lieux qui jusqu'à présent n'étaient pas accessibles. Donc, comme vous pouvez le voir, le jardin, la cuisine et des couloirs. Une fois que vous êtes dans la cuisine, vous avez juste à côté de vous, une fois que vous êtes dans la cantine, vous avez la cuisine à côté. Il est tout à fait possible d'aller récolter les indices, et ça, on va voir ensuite pourquoi c'est très important. Récolter les indices dans la cantine, réaliser cette tâche pour enfin retourner à travers les différents couloirs en direction des couloirs du sous-sol. Si le lieu de l'aile ouest dans laquelle vous êtes a un indice, aussi, il y a une autre possibilité qui s'offre à vous. Ça va être de récolter l'indice sur l'aile ouest, aller au jardin, récolter les indices du jardin, pardon, de la promenade. Une fois que vous aurez récolté les indices de la promenade, réaliser une première tâche, puis éviter la cantine et la cuisine qui sont une perte de temps parce qu'elles vous éloignent du lieu où vous devez aller, qui sont les sous-sols, et retraverser pour aller dans le couloir de l'asile à l'aile est en espérant qu'il y ait un indice. Et si dans ce cas de figure, il n'y a pas d'indice, vous pouvez toujours aller dans l'infirmerie pour vous faire soigner, récupérer des indices, potentiellement récupérer un point de victoire en vidant le lieu, et enfin accéder au couloir du sous-sol. Je mets l'accent sur un point qui est important, qui est une approche différente en fonction de si vous jouez en solo ou si vous jouez en multi. Parce que les différentes cellules qui vont être accessibles depuis le couloir du sous-sol demandent à chaque fois qu'on souhaite rentrer dans une de ces cellules de dépenser un indice. Et c'est un indice fixé, ça ne dépend pas du nombre d'investigateurs. Donc en multijoueur, vous allez avoir de nombreux indices qui vont être générés, que ce soit dans l'infirmerie, au sous-sol, la promenade, la cantine, etc., etc. Donc, une fois passés les 3 indices par investigateur qui sont demandés sur l'acte 1, ce sont autant d'indices que vous allez pouvoir accumuler pour débloquer les différents accès aux cellules. Et on va voir pourquoi c'est important. Parce que il faut se rappeler le deuxième objectif qui est la réalisation des 4 tâches. Il y a les tâches dans les lieux dits du haut. Donc, la cantine, les cuisines, pardon, je ne vais pas y arriver. Les cuisines, la promenade et les jardins. Ces 3 tâches-là demandent un test d'agilité, un test de volonté ou de subir un dégât dans un lieu s'il n'y a pas d'indice. Donc ça demande, encore une fois, sauf si on a des actions rapides, de dépenser des actions pour récupérer des indices et ensuite dépenser une action pour réaliser la tâche. Les 3 actions qui sont dans les différentes cellules du sous-sol, celles-ci sont aussi des tests de volonté, des tests d'intelligence ou des tests de lutte, mais qui ne demandent pas à vider le lieu de son indice. En l'occurrence, il y a un indice. Donc, il faut bien garder en mémoire quels sont les lieux qu'on va privilégier à l'avance pour avoir les 4 tâches et pouvoir s'échapper de l'asile.
Donc, le final, l'objectif, c'est d'abandonner dans le jardin. Donc, la condition d'abandon est s'il n'y a pas d'ennemis redressés dans le jardin. Et on est dans la cellule de Daniel, quel que soit d'ailleurs l'état de Daniel, hein, s'il est ennemi ou si c'est un allié qui est avec nous, il va falloir qu'on remonte l'ensemble des couloirs jusqu'au jardin. Et la première chose qu'on va avoir à gérer, ça va être les ennemis. Parce que on va commencer ce scénario avec très peu d'ennemis. Ceux-ci, par exemple, vont être incorporés à la fin de l'intrigue 1 en ce qui concerne les aliénés, et les monstres vont être vont être rajoutés au deck de rencontre au cours des différentes actions. Donc dans ce cas de figure, lorsqu'on arrive au 10e ou 12e round et qu'on vise à s'échapper de l'asile, on peut potentiellement, sans prendre en compte Constance, mais un ou deux ennemis qui prennent dans les couloirs ou qui nous pourchassent parce qu'ils sont chasseurs. Je ne prends pas en compte dans ce cas de figure-là les ennemis prêtrices qui sont liés au deck des investigateurs ou des investigatrices. Donc, dans le meilleur cas de figure, on a déjà 2 voire 3 tâches qui ont été réalisées lorsqu'on est avec Daniel. Et donc, on doit faire le choix entre retourner aux différentes cellules d'isolement du sous-sol pour réaliser des nouvelles tâches, peut-être récolter des indices pour pouvoir débloquer des accès à ces lieux, ou faire le choix de courir au milieu des couloirs pour remonter jusqu'à la promenade et puis au jardin. Malheureusement, comme je vous l'ai dit, il y a de nombreuses choses qui peuvent venir vous bloquer, à commencer par la camisole de force. Voilà, la camisole de force, c'est une traîtrise qui a provoqué des ulcères chez de nombreux gardiens qui, d'un seul coup, ont vu disparaître leur machette, leur lance-flamme ou leur revolver, et donc plus de cartes pour la gestion d'ennemis. Ça peut être aussi les monstres qui sont tirés du deck de rencontre et qui ont été accumulés dans ceci jusqu'ici. Ça peut être aussi le don de la folie, qui est une traîtrise avec le mot-clé terreur, qui nous empêche d'activer les capacités sur les différents lieux, et donc la réalisation de tâches, et donc nous ralentissent. Voilà, c'est le thème général en fait du deck de rencontre. Il va être là pour nous ralentir et nous limiter dans notre progression à travers la vie. Donc pour ce faire, il y a quand même des solutions. Comme je vous l'ai dit, il y a une augmentation crescendo du rythme au cours de ce scénario, avec les 2 premiers rounds qui sont plutôt tranquilles et donc du coup qui nous permettent d'aller dans la promenade pour récupérer les indices, pour pouvoir réaliser sa tâche. Puis si la configuration entre l'aile ouest et l'aile est des couloirs de l'asile et en fonction de la présence des indices nous le permet, aller dans la cantine ou la cuisine, pour ensuite générer des aliénés qui auront été intégrés dans le deck de rencontre dans les couloirs de l'asile par exemple, et à ce moment-là courir en direction des cellules d'isolement. Mais on se retrouve avec une configuration avec en début de scénario peu d'ennemis et potentiellement beaucoup à la fin de celui-ci. On va aussi avoir des traîtrises qui vont s'accumuler. Comme je disais avant, on peut avoir la camisole, on peut avoir le don de la folie. C'est en multi, à vous de juger quelles sont les bonnes traîtrises sur lesquelles il faut se concentrer pour les éliminer. Par exemple, le don de la folie, s'il n'y a qu'un des 2 investigateurs qui l'a dans sa zone de menace, ça va être à l'autre investigateur de déclencher les effets de lieu. Si la camisole est sur un joueur qui est un investigateur ou une investigatrice qui n'utilise pas ses mains, par exemple, ça ne sert à rien de perdre du temps à s'en défaire. Voilà, c'est toutes ces petites choses où il faut toujours se poser les bonnes questions, savoir si je suis prêt à perdre 1 action, 2 actions, voire 3 actions pour quelque chose qui, in fine, n'est pas gênant pour rejoindre les jardins et abandonner. Je ne l'ai pas détaillé ici, mais il y a le cas de Daniel. Daniel, en fonction si c'est un allié, il faut faire très attention aux horreurs qu'on va subir, aux dégâts aussi, invariablement, pour éviter que celui-ci ne meure et soit défaussé.
il y a le cas de figure où Daniel est un ennemi, et si on a la broche en onyx, à ce moment-là, il y a une simple action qui nous permet de l'éliminer. Donc voilà, c'est ce genre de choses à anticiper. Même si Daniel, de souvenir, n'a que 4 points de vie et 3 en lutte, c'est pas un ennemi qui est extrêmement difficile à s'en défaire. Mais 4 points de vie, ben, c'est encore potentiellement 2 actions perdues pour l'éliminer. Et enfin, le point peut-être le plus important, c'est l'évasion. Il faut toujours se dire que le deck de rencontre va nous faire subir les pires choses à la fin du scénario, et on va toujours avoir un événement qui va venir nous gêner, nous bloquer, l'ennemi qu'on n'avait pas vu venir qui va être généré, une constance qui se retrouve à un croisement où on doit soit l'affronter, soit subir des attaques d'opportunité, et toujours garder une marge de manœuvre. Ne jamais se dire à une action près, je peux m'échapper, parce que c'est souvent à une action près que vous allez perdre. Et donc, quelles sont les meilleures cartes qu'on pourrait appeler les game changers pour ce scénario? Bien évidemment, on pense tous en premier lieu à Je fiche le camp. Donc, le Je fiche le camp, qui est une carte qui est sortie dans Dunwich, qui a un événement truand de niveau 0, qui permet en fait d'activer la capacité abandon sur un lieu sans qu'on y soit. Il y a un petit bémol quand même à cette carte. Ça a été expliqué ensuite par les développeurs, c'est que le lieu doit être révélé pour pouvoir activer Je fiche le camp. Donc, basiquement, si vous êtes avec Daniel au fin fond de l'asile, vous pouvez jouer Je fiche le camp, mais seulement si le jardin est révélé. Dans ce cas-là, c'est la meilleure des configurations. Vous avez eu vos 4 tâches, vous pouvez vous échapper. Mais pour que ce soit effectivement le cas, il faut en premier révéler les jardins. Or, les jardins font partie de ces 3 lieux en début de partie, avec les couloirs du sous-sol et la cuisine, qui ne peuvent pas être révélés tant que vous n'avez pas récolté 3 indices par investigateur. Et c'est là où il y a un peu toute la logique du scénario des serments indicibles qui se met en place. C'est-à-dire que peut-être qu'une des meilleures choses à faire dans ce cas-là, c'est d'aller entre les couloirs et la cantine, par exemple, pour récupérer les 3 indices par investigateur pour résoudre l'acte 1. Ensuite, aller dans la cuisine, réaliser une tâche, puis remonter dans la promenade, réaliser une autre tâche, aller dans le jardin, le révéler, pourquoi pas le vider de ses indices et réaliser une 3e tâche, et ensuite courir en direction des couloirs qui mènent au sous-sol pour trouver Daniel. On peut penser que ça nous fait perdre beaucoup de temps, beaucoup d'actions, beaucoup de déplacements. C'est vrai. Effectivement, il va falloir qu'on aille en premier dans la cantine puis la cuisine pour repasser par l'aile ouest, pour ensuite aller plus en haut vers les promenades puis le jardin, pour de nouveau repasser dans l'aile ouest, pour ensuite aller au sous-sol. Mais on est dans cette configuration où en début de scénario, on a peu ou pas d'ennemis. Or, en fin de scénario, on a beaucoup plus d'ennemis, beaucoup plus de complexité qui peuvent rentrer en jeu. Et on se retrouve finalement à perdre du temps en début de scénario, mais dans une configuration qui est plus simple, pour en fin de scénario être avec Daniel, potentiellement avoir eu un don de la folie qui nous empêche d'avoir des tâches de réaliser. Mais comme on a déjà réalisé 3 tâches en début de scénario, on est vraiment dans une situation qui est faite, entre guillemets, pour finalement se dire, je vais déclencher la capacité abandon via Je fiche le camp depuis la cellule de Daniel ou depuis n'importe quelle cellule, une fois qu'on a réalisé ces 4 tâches-là. On peut avoir aussi d'autres cas, comme les fichiers de course, le portail ou le raisonnement logique. Je cite que ces 3 cartes-là parce qu'elles sont quand même des cartes de niveau 0 qui rentrent facilement dans les conditions de deck build des différents investigateurs ou investigatrices et qui, d'une manière générale, fonctionnent quand même plutôt bien. Les chaussures de course vont vous permettre de vous déplacer de 2 lieux si jamais vous réussissez un test d'agilité à 3. En plus de ça, ça permet d'échapper aux ennemis. Typiquement, je pense aux aliénés dans les couloirs, sans avoir à les engager, donc du coup, déclencher des effets. Le portail,
c'est pareil, vous emplacez un début de partie, par exemple, dans la promenade. Vous faites la réalisation de vos différentes tâches et puis vous en mettez un au niveau soit du couloir du sous-sol, soit directement dans la cellule où vous êtes pour vous téléporter entre les différents points. Le raisonnement logique, pourquoi je l'ai mis? C'est parce que c'est une carte, déjà d'un qui a 2 icônes de volonté et on est sur un scénario qui traite beaucoup de cas avec des tests de volonté. Mais aussi, et peut-être surtout, elle a la capacité de soigner 2 horreurs. Or, on est sur un scénario qui va vous infliger beaucoup d'horreurs. Et en plus de ça, elle permet d'enlever une carte avec le mot-clé terreur dans un investigateur dans votre lieu. Et je pense en particulier au don de la folie. Si par exemple vous êtes dans un lieu qui demande un test de lutte et que votre investigateur qui a les meilleurs stats en lutte a un don de la folie qui l'empêche de déclencher la capacité de votre lieu, c'est plutôt une bonne chose en fait d'avoir ce type d'événement qui va vous permettre de gérer sans test le don de la folie pour que la personne qui soit la plus à même de réaliser ce test de lutte puisse vous faire avancer. Et je suis pas trop objectif en parlant de raillerie, mais pour moi, raillerie est vraiment une des meilleures cartes du jeu, et en particulier sur ce scénario. Il faut savoir, dans un premier temps, que raillerie a été ce qu'on appelle faquée. Elle a eu des précisions de la part des développeurs qui partent du principe que les lieux sont considérés comme des traîtrises. Et donc, du coup, il est possible d'attribuer raillerie ou de déclencher les effets de raillerie en fonction de ces lieux-là. Et donc, si vous prenez un cas un peu standard hein, de raillerie, où vous prenez les 2 premiers traits comme terreur et monstre, donc terreur et humanoïde. Voilà. En fonction des différentes campagnes, c'est un peu les 2 traits génériques qui vont toujours fonctionner. Et que vous dépensez un XP donc, dans cette carte pour rajouter un mot-clé. Donc le mot-clé Asile d'Arkham, par exemple, totalement par hasard. Vous allez pouvoir, lorsque vous allez attribuer raillerie à un test sur une carte Asile d'Arkham, avoir 2 icônes Joker supplémentaires. Et donc du coup, ça va fonctionner pour tous les tests sur les lieux, que ce soit la volonté, l'agilité, l'intelligence, que ce soit dans les cellules ou dans les lieux du haut, type jardin ou cuisine, pour réaliser ces lieux et ainsi avoir plusieurs tâches. Mais disons qu'en plus de ça, vous avez décidé d'investir massivement des XP dans cette carte et que prenez l'amélioration toujours prêt. Lorsque vous allez avoir des cartes terreur ou monstre, qui constituent plus de 50% des cartes du DR, du deck de rencontre, pardon, à peu de choses près, vous allez avoir raillerie qui va remonter dans votre main. Et donc, du coup, vous avez ici une carte que vous allez pouvoir attribuer pour vous évader, par exemple, des monstres ou les affronter, pour combattre le deck de rencontre avec les différentes cartes traîtrices qui auront le mot-clé terreur. Mais en plus de ça, pour un point d'XP et avoir choisi le mot-clé Asile d'Arkham, qui va vous permettre de conférer un bonus de +3 à tous les tests sur les différents lieux qui ont le trait Asile d'Arkham. Pour moi, c'est vraiment en standard, plus ou moins, un investissement qui vaut vraiment le coup et qui va vous permettre de stabiliser l'ensemble des tests pour ce scénario-là, qui est, je vous le rappelle, éliminatoire. Donc maintenant, on va un peu voir et discuter d'un petit panel d'investigateurs ou d'investigatrices qui sont particulièrement adaptés pour ce scénario. Et dans un premier temps, on pense à la mobilité. Une mobilité, bonne enquête. Voilà, d'instinct, on a Ursula Downs, Monterey Jack ou Luke Robinson qui me viennent rapidement en tête. Si vous en avez d'autres, je vous les laisse les rajouter en commentaire. Mais que ce soit en solo ou en multi, ça va être toujours des excellents choix sur cette campagne. Et enfin, Rita Young, elle a, même si elle a pas beaucoup en statistiques d'intelligence, elle a très bonne agilité, une très bonne capacité de déplacement grâce à sa réaction,
Mais en plus de ça, elle a accès donc à un certain nombre de cartes de la classe truand, et elle a truand et ou des différentes cartes russes, et surtout les cartes survivantes de niveau 0 à 5. Donc je pense en particulier à Rairi. Donc tous ces investigateurs qui vont pouvoir se déplacer, enquêter, avoir une bonne agilité pour esquiver les monstres. Il y a toujours cette question de est-ce que je préfère faire un test d'échapper à, qui va me faire perdre une action pour me défaire d'un ennemi plutôt que de devoir passer 2 ou 3 actions à le combattre. Voilà. Toujours ce genre de choses à garder en tête. Mais pour moi, et je suis encore tout à fait et complètement impartial, j'aime beaucoup Lola Hayes pour ce scénario-là. Donc déjà, il y a un aspect un peu fluff, que Lola Hayes est l'investigatrice neutre qui est disponible dans ce cycle de la route de Carcosa. Et elle a un énorme avantage, qui est vraiment, outre l'aspect tactique de sa réaction, mais le plus grand intérêt, c'est ses conditions de deck build. Elle a accès à toutes les cartes de niveau 0 à 3 des classes gardien, chercheur, mystique, survivant, truand, ainsi que les cartes neutres. Et dans ce panel de cartes-là, il y a notamment adaptable. Adaptable est une carte. Donc, truand a un soutien permanent de niveau 1. Il nous permet, entre chaque scénario, d'échanger 1 à 2 cartes de niveau 0 pour s'adapter justement le mieux possible au nouveau scénario. Donc on a déjà une Lola Hayes qui peut aller chercher des cartes spécifiques qui vont lui permettre de résoudre au mieux la problématique de l'asile. Mais en plus de ça, elle a accès à Rairi. Et comme elle est limitée aux cartes de niveau jusqu'à des cartes de niveau 3, pardon, elle peut mettre 6 XP dans Rairi pour être toujours prête et à la fois avoir avec la personnalisation spécialiste un mot-clé supplémentaire. Et enfin, petit coup de projecteur sur les cartes qui vont bientôt sortir pour le festival d'Hemlock Vale. On a des cartes qui ont quand même un certain niveau à titre personnel que je trouve vraiment très très puissante. Donc là on a Testing Spirit et Vamp, voilà, qui sont des exemples un peu de ce que vous pourrez trouver dans cette extension. Et on a notamment un focus qui est fait sur les cartes discussion. Et Lola, justement, avec ses conditions de deck build, elle a accès à quasiment 90% des cartes discussion. Elle a accès à tenue élégante, ce qui va grandement lui faciliter les tests de discussion. Et donc, du coup, réussir soit à échapper, soit gagner des indices, gagner des ressources, voilà, mener des enquêtes de manière très, très efficace. Donc, ça, c'est un peu mon retour rapide sur ce scénario du serment indicible et pour la Arkham JC TV. Si vous avez d'autres conseils, d'autres idées, d'autres tips, je vous les laisse en commentaire. On peut se retrouver ici pour discuter. Et voilà, je vous souhaite de bonnes aventures et à bientôt. Ciao, ciao.